Aujourd'hui, on reçoit le Elon Musk français, peut-être en un peu moins mégalo. Sa mission, devenir le Uber de l'espace, sa destination 40 nuances de Next. Il part à la conquête d'un marché à 100 milliards et aujourd'hui, c'est la guerre des étoiles dans tous les sens. Guerre économique, guerre géopolitique et même guerre militaire. Il en parle et on en parle avec notre invité Jean-Luc Maria. Bonjour Jean-Luc. Salut Olivier, salut Thomas. Tu es le CEO et cofondateur d'Exotrail et justement je retrouve mon Mathioda à moi, Olivier Mathieu, pour aller croiser le sabre laser avec notre invité aujourd'hui, juste après ce jingle, ce qui nous laisse le temps pour ceux qui nous découvrent de pouvoir s'abonner. Feuille blanche. 40 nuances de Next. Il y a quoi derrière la guerre des étoiles, Olivier ? Eh ben formidable, en tout cas bonjour Jean-Luc, bonjour Thomas. La guerre des étoiles, c'est à la fois agressif et en même temps c'est inspirant, on aime bien le film. Donc c'est Exotrail, c'est une entreprise qui a été lancée je crois en 2015 avec des levées de fonds en 2018 et en 2020. Et avec une très grosse levée de fonds en 2023, début 2023. Donc un total de 70 millions d'euros de levée, si mes calculs sont bons, tu pourras nous corriger. Je crois que vous êtes basé entre Toulouse et Massy, mais aussi un peu partout dans le monde. On parlera un peu de l'expansion internationale, parce que l'espace n'a pas de frontières, a priori. 160 salariés. Donc pour récapituler, ça serait intéressant peut-être de rentrer un moment donné dans la technique, Thomas. C'est une techno de propulsion, j'avais compris, à base de xénon. On parle de ionisation, il faudra que tu nous expliques ça, l'effet de Hall, etc. Il y a plein de choses que j'ai lues et on ne comprend pas toujours tout. J'espère qu'on va comprendre. Mais en tout cas, il s'agit de jouer sous ce nouveau terrain de jeu qui sont les enjeux autour des mini-satellites et des nanosatellites. Et des satellites qui peuvent bouger dans l'espace et qui sont pas stationnaires et qui sont dynamiques. Vous développez aussi des logiciels pour les accompagner. On parle beaucoup de la logistique de l'espace. On a parlé du Uber de l'espace dans ton introduction, Thomas. Il y a aussi cette notion de space van. Enfin voilà, beaucoup d'innovations avec l'enjeu de passer à l'échelle industrielle. Ça m'intéressera aussi, peut-être qu'on pourra commencer rapidement par ça, de voir aussi ce qu'on pense de Elon Musk, puisque tu l'as cité. C'est toujours le truc un peu provocateur, c'est-à-dire qu'à la fois il nous fascine et en même temps il nous effraie. Ouais, c'était pas que pour la titraille, hein, mais quand on parle de guerre des étoiles, je t'ai demandé, tu m'as dit, ah non, on est complètement dedans. Alors, oui. D'abord, c'est une guerre économique. L'espace aujourd'hui est un environnement qui permet d'adresser beaucoup de besoins terrestres et de services terrestres. On s'en rend pas toujours compte, mais et là-dessus, les acteurs se font la guerre. Les acteurs se font la guerre sur des applications de télécommunication, de positionnement, de compréhension de notre environnement. Et puis, c'est aussi devenu un terrain d'affrontement géopolitique. La situation géopolitique mondiale se tend. Parce que l'espace est justement devenu indispensable à la vie terrestre, eh bien, cet environnement devient extrêmement stratégique. Et l'évolution ultime qu'on peut malheureusement envisager, c'est une utilisation militaire de l'espace. Et on commence à voir des usages de l'espace dans cette on va dire, direction-là. C'est pas que du fantasme. C'est pas que du fantasme, c'est pas de la science-fiction, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et aujourd'hui, on sait combien il y a de satellites qui tournent autour de la Terre ? Oui, il y a à peu près, en 2023, 8000 satellites actifs. Donc, actifs, et donc ça inclut dire aussi des nanosatellites. Alors ça inclut toutes les tailles de satellites, effectivement, de ce qu'on appelle les nanosatellites, donc à peu près une dizaine de kilos, jusqu'à des très gros satellites de plusieurs tonnes. Donc certains sont à peu près 8000. Certains sont à 500 km de la Terre et d'autres à 30 000 km de la Terre. Alors après, en fonction de la taille des actifs, de l'usage et de la mission de ces satellites-là, on peut les positionner à différents endroits de l'espace. Donc c'est à peu près 8000 objets actifs, et j'insiste sur le mot actif. Et puis c'est des millions de débris. Et des débris, ça peut être soit un satellite complet qui a terminé sa mission et qui a fini sa date de péremption. Qui a fini sa date de péremption et qu'on ne peut plus manœuvrer. Et donc ça, on va un peu anticiper sur le travail d'Exotrail, sur le sujet de la mobilité, mais ça peut être ça, un débris. Et puis ça peut être aussi des morceaux de satellites, des morceaux de fusées qui restent dans l'espace. Et contrairement à la Terre, où lorsqu'on va polluer à un endroit donné, on peut imaginer que ça reste circonscrit à l'endroit où on a pollué. L'espace, parce que tous les objets tournent autour de la Terre, si on pollue à un endroit, on pollue globalement toute l'altitude à laquelle les débris ont été générés. Je vais poser une question peut-être bêtement naïve, mais c'est quoi le problème d'avoir cette pollution autour de la Terre ? Parce qu'on ne les voit pas à l'œil nu, mais j'imagine qu'il y a un risque qu'elles retombent sur Terre. Alors, il y a le premier risque, comme je le disais, c'est parce que tous les objets tournent
autour de la Terre. C'est que ça percute un satellite qui que, marche. Voilà, il peut y avoir un ouais. effet à un moment donné où plus il y a d'objets et plus il y a de collisions. Ça s'appelle l'effet Kessler dans notre domaine. On n'en est pas encore là, mais les probabilités de collision, parce que c'est de ça dont on parle aujourd'hui, augmentent considérablement. Là où avant, il y a une quinzaine, vingtaine d'années, un satellite devait manœuvrer peut-être une fois par mois pour éviter potentiellement un autre objet. Aujourd'hui, ça peut être plusieurs fois par semaine, voire pour certaines orbites où il y a beaucoup de monde, parce que c'est des orbites d'intérêt pour des usages terrestres, ça peut être plusieurs fois par jour. Et donc on voit bien que cet effet un peu exponentiel. Donc c'est du pilotage de satellite. C'est en fait le besoin derrière. C'est du pilotage, c'est de la mobilité, justement. Et ça, c'est Exotrail. Donc ça, c'est le premier risque, le premier problème de toute cette pollution autour de la Terre. Alors, c'est le premier problème, c'est d'avoir finalement des endroits de l'espace que l'on ne pourra plus utiliser. Et bien évidemment, les endroits qui sont déjà utilisés, c'est ceux qui sont potentiellement les plus intéressants pour les services terrestres. Donc, il y a une vraie préoccupation aujourd'hui d'aller limiter la propagation de cette prolifération d'objets et leur gestion. Ça, c'est très important. On peut prendre des solutions en amont et la mobilité, doter les satellites de la mobilité suffisante pour pouvoir réagir, c'est du préventif, on va dire ça. Et puis après, on peut imaginer sur le plus moyen long terme des solutions d'aller dans cet environnement pour aller dépolluer. Là, on n'y est pas encore. Et vous n'y êtes pas technologiquement parlant. Et l'autre question, c'est économiquement, qui est prêt à payer pour dépolluer l'espace ? Oui, donc c'est les deux. Effectivement, il y aura un enjeu encore très important technologiquement pour aller finalement maîtriser deux technologies fondamentales qui sont la capacité à s'approcher de façon autonome d'un autre objet dans l'espace. Et maîtriser le contact. Et là, ça peut paraître simple, parce que sur Terre, on y arrive très bien. Dans l'espace, les objets bougent à plusieurs kilomètres par seconde. Donc, il faut arriver à maîtriser ces vitesses relatives très, très, très grandes. Ça revient à combien en kilomètres heure pour comparer à des milliers de kilomètres heure. Une dizaine de milliers de kilomètres heure. D'accord. Ouais, grosse contravention, là, tu perds ton permis. Et puis la deuxième difficulté, c'est que vous n'êtes pas dedans, le satellite. Et donc, il faut, et c'est pour ça où j'insiste sur le sujet de l'autonomie, de manœuvre autonome, parce que on ne peut pas contrôler ça en temps réel depuis la Terre, en tout cas aujourd'hui. Et donc, il y a besoin de développer ces technologies d'approche autonome et puis ensuite de contact. Alors, ce qui est très frustrant en tant qu'entrepreneur d'une jeune entreprise, c'est que ces technologies-là, quand même, dans l'espace, ça existe depuis assez longtemps. Les stations spatiales, vous connaissez, on arrive à s'arrimer sur ces stations, ça fait 40 ans, 50 ans qu'on y arrive, sauf qu'on y arrive à des échelles de systèmes qui sont très grande, absolument pas compétitif. Et donc, il y a un enjeu aujourd'hui pour toute la communauté spatiale et en particulier par les entrepreneurs de développer des solutions innovantes et compétitives de manœuvres de proximité autonome et de contact. On va rentrer dans le dur de ce que fait Exotrail. Moi, je voudrais bien qu'on relance sur la guerre économique. Olivier parlait d'Elon Musk. Oui, et alors, parce que souvent, Elon Musk, on sait qu'il a aussi... son succès, c'est un formidable entrepreneur, on pourra discuter de sa personnalité, mais c'est aussi lié à ses partenariats avec le secteur public, la NASA, et on dit qu'évidemment, il n'aurait pas forcément réussi sans tous les accords. Et donc, comment se fait la frontière dans cette guerre économique entre l'influence des États, dont on dit qu'ils sont dans beaucoup d'autres domaines, on dit, par exemple, quand on parle de la Chine, on parle d'espionnage industriel, de très très grosse agressivité sur les brevets, la propriété intellectuelle, etc. Et comment ça se répartit aujourd'hui et quels sont le rôle des États ? Est-ce que vous êtes particulièrement liés dans cette guerre économique et vous vous sentez soutenu par l'Europe et la France ? Alors, il y a beaucoup de questions dans ta question. Oui, mais c'est pour le replacer dans faire le lien entre géopolitique et économie. J'ai 3 heures, c'est ça. Alors, le premier élément, c'est l'espace est un environnement stratégique, comme on l'a dit, pour des besoins terrestres. Donc, du moment où on a dit ça, les États jouent nécessairement un rôle très important. Ce qu'on appelle l'institutionnel est nécessairement intéressé par une certaine forme de maîtrise de cet environnement-là. Et donc, si on prend l'exemple vous mentionnez d'Elon Musk, bien évidemment que l'État américain est très content d'avoir un acteur qui a aussi bien réussi et qui aujourd'hui est dans une position de quasi-hégémonie, de quasi-monopole sur, d'abord l'accès à l'espace, et 2, peut-être qu'on connaît un petit peu moins aujourd'hui, mais on commence à bien le voir arriver dans le paysage, sur les télécommunications depuis l'espace. Son réseau de satellites qu'on appelle Starlink, c'est ce qui fait la puissance économique aujourd'hui d'Elon Musk. Ce ne sont pas ses fusées. C'est ce réseau de satellites qui, globalement, est en train de permettre de connecter
à peu près n'importe qui sur Terre. Mais du coup, vous êtes en compétition avec ce qu'il fait, ou vous êtes obligé d'être en partenariat parce que la position hégémonique fait que. Enfin, c'est quoi, toi, en tant qu'entrepreneur, ce que tu peux partager là-dessus? Oui, alors on n'est absolument pas en compétition. C'est très compliqué d'être en compétition avec SpaceX. Je n'ai pas d'exemple à vous donner aujourd'hui parce qu'il n'y en a pas vraiment. Il y en a qui essaient, mais c'est très compliqué parce que l'avance qu'il a construit est quand même considérable. Et donc, il vaut mieux essayer d'être complémentaire à plutôt que concurrent à. Aujourd'hui, pour nous, pour Exotrail, SpaceX, c'est un fournisseur. Comme je l'ai dit, SpaceX a le quasi-monopole aujourd'hui de l'accès à l'espace. L'accès à l'espace, ça veut dire des fusées pour aller vous déposer quelque part dans l'espace. Et donc, on achète, en tant qu'Exotrail, des places à bord de fusées de SpaceX. Ça coûte cher. Ça coûte, alors c'est assez standardisé, hein, c'est à peu près 5 000 € le kilo, 5 500, 6 000 $, ça dépend les variations, mais c'est à peu près l'ordre de grandeur. Et ça, gardez bien en tête que c'est un ordre de grandeur en dessous de ce qui était faisable avant. Et donc, ce qu'on peut reconnaître... C'était combien le... C'était entre x10 et x20 par rapport à... C'est un changement d'ordre de grandeur. C'est un changement d'ordre de grandeur. Et c'est ça qui est finalement le déclencheur de cette guerre économique dans l'espace. Parce que jusqu'à il y a quelques décennies, jusqu'à quelques années même, c'était très cher d'amener de la masse dans l'espace. Maintenant que c'est beaucoup moins cher, eh ben on déplace le problème ou l'opportunité. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque avec ce quasi-monopole après de SpaceX que finalement on n'ait plus la main sur les prix ? Alors, si, comme toute situation de monopole, c'est pas contrôlé, je veux dire. Enfin, il n'y a pas de... C'est pas encore contrôlé. Et encore une fois, c'est là où on touche, et ça répond un peu à ta question précédente, c'est on touche à l'intérêt stratégique aussi d'un État d'avoir un acteur comme celui-là. Donc, trop contrôler un acteur comme celui-là, c'est perdre une certaine forme de puissance stratégique à l'échelle mondiale. Et donc aujourd'hui, c'est pas complètement contrôlé. Par contre, ce que l'on voit, c'est que le gouvernement américain en particulier serait très intéressé d'avoir des acteurs alternatifs ou complémentaires à SpaceX. Il y en a un qui est en train d'arriver, qui a un peu la même typologie, qui s'appelle Jeff Bezos avec Amazon, qui est en train de développer à la fois ses propres fusées et à la fois ses propres satellites de télécommunication. Et donc, il va y avoir de la concurrence à terme ou de la complémentarité à terme, et ça sera très bien. Ce que je comprends... Enfin, ce que je crois comprendre, c'est la fusée, c'est pour la fame et pour l'accès à l'espace, mais le gros du business, c'est les télécoms. Le gros du business aujourd'hui dans le spatial, ce sont les télécoms, oui. Quand on parle de guerre économique, ça veut dire qu'il y a des coups bas, qu'il y a des coups durs. C'est quoi les coups bas, les coups durs dont on parle ? Alors, je ne sais pas si on peut parler de coups bas et de coups durs, mais investir le domaine spatial aujourd'hui est déjà un challenge très grand. Il faut arriver à développer des produits déjà qui correspondent et qui répondent à des problématiques réelles. Hein. Ce qui est valable pour tout avec avec exactement. Sortes de contraintes. Oui, tout à fait. Après, cet environnement-là est particulièrement compliqué parce qu'on ne peut pas aujourd'hui aller agir une fois que l'objet est dans l'espace. Et donc, il y a une dimension de développement et de maîtrise du système et de conception de préparation qui est extrêmement complexe. Et donc, quand on part dans cette aventure-là, on sait que ça va être long, que ça va être compliqué. Par contre, c'est un des domaines économiques aujourd'hui qui est en pleine explosion. Et donc, c'est une opportunité économique. On parle de deux grands entrepreneurs, en l'occurrence américains, Jeff Bezos, Elon Musk. Toi, tu n'avais pas lancé de grandes boîtes que tu as revendues ou qui t'ont rendu milliardaire avant ça. Tu viens du CNRS. J'ai presque envie de te demander que viens-tu faire dans cette galère quand tu viens d'expliquer à quel point c'est difficile d'y accéder. Et vous allez y arriver, on va en parler. Et pour ça, je propose de remettre un peu de contexte avec cette question qui t'est posée par notre partenaire Madines et un de ses fondateurs, Étienne Portet. J'envoie. Bonjour Jean-Luc, c'est Étienne de Madines, j'espère que tu vas bien. Bravo pour le parcours d'Exotrail, une aventure entrepreneuriale que je suis avec attention pour Madines. Ma question c'est, quand tu t'es lancé en 2017, qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé sur ce marché et sur ce produit ? Alors c'est toujours la bonne question de qu'est-ce qui a fait qu'on a démarré. Ouais. Ça a été une opportunité, un alignement de planètes, on va dire ça comme ça pour rester dans le thème. C'est pas la première fois que tu l'as fait. Non, je la fais à peu près à chaque fois. C'est facile. Qu'est-ce qui se passe en 2015-2016 ?
il y a effectivement cet alignement de planètes, il y a plusieurs éléments. Le premier, c'est que l'espace commence, c'est les prémices de la révolution que l'on est en train de vivre aujourd'hui, où on passe d'une ère de très gros satellites à une ère de petits satellites, que l'on développe de façon différente, avec des temps de mise au point plus courts, avec une prise de risque plus grande aussi. Pourquoi la prise de risque est plus grande? Parce que c'est moins cher, du coup, non? C'est moins cher, parce qu'on peut y aller aussi à moins cher, avec ce qu'on disait tout à l'heure. Et puis... Et du coup, la prise de risque est moins importante que si c'est moins cher. La prise de risque est moins importante. Ah, donc ça permet de débrider. Ça permet de débrider en fait plus d'initiatives, d'innovation et d'aller imaginer finalement des services commerciaux depuis l'espace. Ce qui jusqu'à présent n'était pas complètement évident. Et est-ce que ces innovations, je t'interromps parce que pour bien qu'on comprenne comment le cycle de l'innovation fonctionne, parce que 40 nuances de Next, c'est aussi c'est ce foisonnement d'entrepreneurs. Est-ce que c'est des idées qui viennent de vous et vous proposez des nouveaux usages grâce à la technologie? Ou est-ce qu'à l'inverse, c'est des clients potentiels qui, eux, ont déjà imaginé ou ont des besoins dans l'agriculture, dans les océans, peut-être dans le militaire, etc. Alors, et vous essayez d'y répondre? C'est complètement la deuxième réponse. On n'a pas inventé une techno et de se dire, allez, on va marcher. C'est absolument pas ce qu'il faut faire quand on est entrepreneur. C'est l'analyse qu'on a fait quand tu vois le temps qu'il faut faire surtout quand on mettre en place une techno comme ça. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé en 2015? Et si je continue sur l'explication, c'est qu'à ce moment-là, il y a effectivement les prémices d'un changement de cap dans le domaine spatial, qui est d'investir le spatial par des objets plus petits, qui peuvent potentiellement donner lieu à des business models économiques intéressants et rentables. Et donc, je suis dans un environnement, dans ces années-là, où moi j'ai la visibilité sur le spatial traditionnel, donc des très gros objets, très complexes, très coûteux, où il faut 15 ans pour les développer. Et je commence à percevoir que ça a démarré aux États-Unis, les petits satellites, tester des business models depuis l'espace, etc. Et c'est progressivement en train d'arriver en France. On a toujours 10-15 ans de retard, c'est démontré encore une fois là. En 2015, on commence à avoir des initiatives en France de faire des petits satellites. Et là, il y a un autre élément qui est fondamental et que c'est important de le mentionner à chaque fois. On profite en 2015-2016 en France de soutien de l'État qui a une démarche d'open innovation. Ça, il faut le comprendre. En France, on a réussi ces dernières années à créer un environnement d'innovation ouverte. Ça a été beaucoup soutenu par le plan d'investissement d'avenir. Et ça, qu'est-ce que ça a permis? Ça a permis de faire émerger des innovations, non pas dirigées, mais des innovations, et celles pour lesquelles il y avait un marché qui commençait à naître, sont toujours là aujourd'hui, et ça fait partie d'Exotrail. Est-ce que sur ce sujet-là, parce que tu parles de l'État, et le fait que la France a toujours 10-15 ans de retard, et j'essaie de penser, parce que toi tu as cette vision industrielle, on en parlera un petit peu plus, à quel point c'est une force ou une faiblesse d'être dans cette position-là? Parce que je repense, au programme de rail de TGV, à Ariane Espace, à Airbus, il y a toujours eu un peu depuis le général de Gaulle, l'idée que l'État va pouvoir lancer des grands projets. Et ça nous a quand même donné, sur les centrales nucléaires par exemple, de l'avance, en tout cas pas du retard, on est regardé comme un pays d'ingénieurs, ça c'était plutôt positif. Et puis aujourd'hui on sent, je fais pas référence aux mini-centrales nucléaires, aux mini-réacteurs nucléaires, donc l'espace, la miniaturisation, etc. D'un seul coup, les startups arrivent, avec Elon Musk et d'autres. Mais est-ce que du coup, l'articulation se fait bien? Ou est-ce qu'aujourd'hui, l'État, là, tu sembles dire que c'est une aide, mais est-ce qu'ils ne sont pas un peu en résistance par le contrôle du CNRS, d'une vision de l'innovation qui est un peu étatique, industrielle? Alors, question complexe. Je reviens sur ce qui s'est passé vers les années 2015 en France. C'est vraiment ça. C'est un programme d'innovation ouverte. Soutien à la base qui est finalement la paillasse, la recherche, le monde académique. On arrive, grâce à ce soutien, à faire émerger des technologies sans nécessairement diriger les domaines dans lesquels ça doit émerger. C'est le propre de l'innovation ouverte. Et commence à émerger, du coup, des technologies. Exotrail est un exemple sur le domaine de la propulsion, parce qu'à ce moment-là, on commençait du coup à voir la miniaturisation des satellites, et il y avait un sous-système qui avait de grandes difficultés à être miniaturisé, c'était justement les moteurs. Ça, c'est... À ce moment-là, oui. Tu es encore au CNRS. Je suis encore au CNRS, et donc on profite d'un soutien à travers de ce qu'on appelle une société de transfert de technologie, qui a été un outil de l'État au travers du plan d'investissement d'avenir, qui est une société qui allait détecter les innovations dans le monde académique,
et qui mettait en fait un premier ticket de financement à un état de développement qui était très peu mature. Oui, ce qu'on appelle les SAT. Ouais. Ouais. Et ça, il faut reconnaître que ça a été un c'est accélérateur. C'est le formidable pont entre le monde de la accélérateur. recherche et le monde de C'est le pont, l'entrepreneuriat. et c'est le pont qui manquait en France. D'accord. Comme tu disais, On a des brillants chercheurs. on a des brillants chercheurs, on a plein d'innovations, et on avait du mal à le porter à l'état industriel. Ça a été fait. Et ça a été, à mon sens, très bien fait. Et je pense qu'on en est un des meilleurs exemples. Ensuite, pour répondre un peu plus à ta question, Olivier, il y a le sujet qu'à un moment donné, il faut que l'État ait une vision. Alors, je vais essayer de ne pas faire trop de politique ici, c'est pas trop le but. Non, j'essaie de bien dissocier. En tout cas, le sujet est un peu lié à la politique, de toute façon. Alors, c'est lié. Mais moi, ma position, c'est de se dire, il faut, à un moment donné, que les États aient une vision stratégique de quels domaines sont stratégiques pour eux. Ouais. Ça, c'est plus de l'innovation ouverte, c'est de l'innovation dirigée. Ouais. Et en fait, on y est arrivé. C'est qu'avec ces 4-5 dernières années, l'État français a continué un peu d'innovation ouverte, mais aujourd'hui a défini des axes stratégiques. Le spatial en fait partie et a mis à disposition des moyens aux entreprises et en particulier aux startups, pas uniquement aux entreprises établies. Et ça, c'est une évolution très forte aussi, c'est-à-dire qu'il y a eu une reconnaissance finalement à tous les niveaux que le système économique aujourd'hui pouvait s'appuyer sur un nouveau type d'acteurs que sont les startups. Pas à la place d'eux, en complément des acteurs déjà établis. D'accord. Je propose donc qu'on rentre dans le dur de ce que vous faites. Ouais. Tu as parlé de moteur, on a parlé de Uber de l'espace. En fait, il y a plein de solutions que vous avez développées. Je sais que c'est plusieurs millions déjà de chiffre d'affaires. Enfin, vous communiquez pas trop dessus, mais il y a déjà en fait des clients, des usages et potentiellement une trajectoire en forte croissance. Oui. Exotrail, la thèse de notre entreprise et l'ambition, c'est de devenir un des premiers acteurs de la logistique spatiale. Formulé autrement, c'est un acteur de la mobilité. Pourquoi on s'est positionné sur ce sujet ? Il y a plusieurs raisons. Le premier, c'est que le marché du spatial est en forte croissance. Ça, c'est un peu le point de départ, donc potentiellement des opportunités à les capter. Par contre, c'est un marché qui est assez fragmenté, segmenté. Et donc, lorsqu'on a un projet entrepreneurial avec beaucoup d'ambition, on a le devoir d'essayer de se positionner de façon la plus transversale possible. Ou alors on choisit une niche et on crée un produit ultra spécialisé pour cette niche, on devient le meilleur dans ce domaine-là, et ça permet aussi, et il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Tu peux être le meilleur sur quelque chose qui n'est pas du tout niche. Mais on peut essayer exactement d'être le meilleur sur un rôle plus transversal, et en fait, il y a la conclusion à laquelle on est arrivé en 2016-2017, quand on a créé la société, ça a été de se dire finalement, s'il y a un sujet qui est universel dans l'espace, ça va être le besoin de mouvement, le besoin de mobilité. Et on s'est dit, eh bien, il faut qu'on arrive à créer une histoire d'entreprise qui s'appuie sur cette thèse qui est de devenir un acteur de la mobilité spatiale. Pourquoi ? C'est qu'en plus, tout ça est soutenu par le fait que la croissance du spatial aujourd'hui, en termes de chiffres, c'est intéressant. Vous avez à peu près un taux de croissance du marché spatial au global qui est à peu près de 10% par an. Donc on ne parle pas, non pas de centaines de milliards, on parle de milliers de milliards de marchés aujourd'hui potentiels à terme. 10% de croissance. Le nombre d'objets dans l'espace, c'est 30% de croissance par an. Donc ça va beaucoup plus vite en termes de nombre d'objets dans l'espace que de valeur. Et ça, c'est intéressant pour nous. Parce que tous ces objets-là, à un moment donné de leur vie, pour différents cas d'application, ont besoin, pendant leur vie, au début, pendant, à la fin, vont avoir des besoins de mobilité. Et donc, on est allé se positionner sur ce sujet de la mobilité qui est directement indexable à la croissance du spatial et encore mieux, directement indexable à la croissance du nombre d'objets qu'il y a dans l'espace. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Non, mais j'aime bien comprendre la vision de départ. C'est important, c'est la clé. En fait. Ouais. Une fois qu'on a dit ça, on s'est dit, OK, il y a 3 sujets dans l'entreprise que l'on doit maîtriser. On ne peut pas tout faire, trop compliqué, on en fait déjà beaucoup. Mais il y a 3 sujets qui ne sont pas vraiment négociables et qui vont se nourrir les uns les autres. Le premier, et ça a été aussi, il faut pas se le cacher, l'opportunité de création initiale qui a été de faire du transfert de technologie justement du CNRS, voilà, c'est la partie propulsion. On pourra y revenir après sur la technologie qu'on utilise, mais du coup, voilà, élément le plus simple de mobilité pour bouger un satellite dans l'espace, un moteur. On fait des moteurs chez Exotrail. Ensuite, on commence à introduire sur le marché, qui est un marché encore un peu prospectif. Celui-là, les moteurs, il n'y a pas de débat. Tu parlais de clients tout à l'heure, on a une 40aine de clients partout dans le monde.
Le marché est là. Aujourd'hui, le défi pour des acteurs comme nous sur le sujet moteur, c'est d'industrialiser. On pourra y revenir. C'est notre challenge numéro 1 aujourd'hui. Il y a plus de demandes que d'offres encore. Donc, la course est encore ouverte pour tous les acteurs de la propulsion. Deuxième produit, c'est une alternative ou un complément au moteur qui va être un service de transport dans l'espace. Donc ça, vous imaginez un satellite, encore une fois, mais un satellite un peu différent de ce qui existe aujourd'hui. C'est le bus, c'est le van. On l'appelle le space van chez nous, sans surprise. Ça parle plus que satellite. Ça parle plus que satellite. On voit des antennes pour diffuser. Mais un space van, c'est un satellite à part entière? C'est un satellite à part entière. C'est juste qu'il a une forme et du coup des usages qui vont être nouveaux. Et quels sont ces usages? Il y en a beaucoup pour le coup, et c'est pour ça que c'est un produit clé chez nous à maîtriser. Ça peut être d'abord, et là on va parler de cas d'usage, ça peut être d'abord, vous avez beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui veulent justement investir le spatial, veulent tester des technologies, veulent tester un nouveau service, mais n'ont pas forcément dans leur histoire ou au moment où ils en ont besoin la nécessité d'acheter un satellite complet. Donc l'idée, c'est nous de faire voler ces clients-là pour faire de la démonstration techno, de service, etc. Ça, c'est un peu proche de ce que fait Kinéis. Alors non, Kinéis aujourd'hui est un opérateur de l'Internet des objets et a besoin d'un segment spatial pour assurer ce service-là. Et donc Kinéis déploie des satellites, mais le produit de Kinéis à la fin, c'est un service d'IoT. Mais un space van, c'est un satellite qui transporte d'autres satellites ou c'est un satellite? Alors ça, c'est un autre cas d'usage. Le premier cas d'usage, comme je vous ai dit, c'est faire voler des clients à bord qui restent accrochés. Des innovations de clients. Des innovations de clients. Pas des gens. Voilà. Par contre, nous, on les amène à l'endroit où ils veulent dans l'espace, on les opère le temps qu'ils maîtrisent et qui montrent que leur système fonctionne, etc. Mais du coup, sur le Space Van, il y a plusieurs clients potentiellement? Oui, c'est ça, c'est le modèle. C'est du multi-client, c'est du carpooling, enfin. C'est du van, c'est du bus, effectivement. C'est pas Mais ça veut dire qu'ils veulent quand même aller au même endroit, dans la même direction, etc. Pas forcément, parce qu'on peut partager l'usage du Space Van. D'accord. Et puis on peut bouger le Space Van à un moment donné pour un client, etc. Ça, c'est un premier cas d'usage. Le deuxième, c'est ce que tu mentionnes, c'est un satellite convoyeur. C'est le camion et sa remorque. Dans ce cas-là, notre Space Van accueille à bord d'autres satellites qui vont être détachés du Space Van une fois arrivés à destination. C'est le cas d'usage de la logistique du dernier kilomètre. Ouais. Aujourd'hui, le modèle d'accès à l'espace, c'est le bateau cargo. Vous arrivez, tout le monde est libéré au même endroit, dans le port, à certaines orbites. Vous avez compris. Il y a un besoin d'aller mettre toutes ces charges-là au bon endroit. Et donc, soit chacun de ces satellites utilise des moteurs, ça peut marcher, mais il y a des cas d'usage où il vaut mieux être amené par un tiers, et c'est le cas d'Exotrail avec son Space Van dans ce cas d'usage-là, être amené au bon endroit et être libéré à cet endroit. Ça, c'est le cas d'usage aujourd'hui. Par contre, maîtriser... Voilà, mais en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est quelle est l'ambition future et quels sont les marchés futurs, au-delà de l'ambition. C'est que ce véhicule-là, plus on va monter en maturité, en compétence sur l'opération de cet objet, et plus on va pouvoir imaginer des cas d'usage plus complexes. On peut imaginer à terme d'aller faire du ravitaillement de satellites dans l'espace. Le modèle, et ça je le dis souvent... Donc c'est quoi aller rechanger un moteur sur un satellite ou juste remettre du carburant sur un satellite existant. Le modèle... C'est du carburant. C'est quoi? C'est de l'essence? C'est quoi Non, ce sont des produits chimiques ou des gaz dans ce qu'on utilise, du xénon. Ça sera peut-être intéressant de passer une seconde à essayer de comprendre. Mais ça, il faut bien comprendre que le modèle de l'espace aujourd'hui, je le dis souvent, c'est vous achetez une voiture neuve, vous faites un premier plein, vous terminez le plein, vous jetez la voiture. C'est absolument pas durable comme modèle. Mais c'est ça l'espace aujourd'hui. Et donc il y a un enjeu à terme, alors qui va nécessiter des technologies encore et des développements importants, mais à terme, on peut imaginer la réutilisation. Oui, voilà, il y a des startups. Alors, c'est pas notre cas. Nous, on va s'appuyer, j'espère à terme, sur des entreprises comme ça. Mais il y a des entreprises, des startups qui travaillent aujourd'hui déjà sur des stations essence dans l'espace. Et puis, à terme, on peut même aller imaginer, au-delà du ravitaillement, d'aller dépolluer l'espace. Comme on l'a dit, c'est un enjeu très important. On pourrait aller imaginer d'aller contacter des objets dans l'espace qui sont morts et aller les déplacer, les faire redescendre dans l'atmosphère pour qu'ils se consument et qu'ils ne continuent pas à polluer l'espace, etc., etc. Et est-ce que ce point de l'énergie peut être en partie adressé, c'est un américanisme, mais adressé par la question de l'énergie renouvelable, notamment solaire? Alors, le principe de fonctionnement des satellites aujourd'hui, l'énergie qui est tirée, qui est utilisée sur les satellites, c'est de l'énergie solaire. Chaque satellite a des panneaux solaires aujourd'hui. Donc là, c'est tous. Parce on a ces images avec des grands panneaux solaires, mais je ne me rendais pas compte. En fait, c'est le modèle énergétique, on va dire, du spatial aujourd'hui. À quelques exceptions près, on pourra y revenir, mais à quelques exceptions près, ce sont des panneaux solaires qui regardent le soleil, exactement comme sur le toit d'une maison,
qui charge des batteries, et ensuite tous les systèmes du satellite. Donc les nanosatellites sont aussi dans ce cas-là? Oui. D'accord, oui, Voilà. j'en avais pas conscience. Les cas très exceptionnels, ce sont sur de l'exploration scientifique, où on peut imaginer de mettre des mini-cellules nucléaires, mais on n'est pas du tout dans la démocratisation de ce genre. Ouais. de On a les solution. moteurs, on a les vannes et Les Le stations logiciel. essence. Et le logiciel. Les logiciels. Comme tout acteur de la mobilité terrestre, les bons acteurs de la mobilité terrestre sont ceux qui maîtrisent la gestion des flux. Et ça passe par une maîtrise forte du logiciel. Et donc le troisième pilier de l'entreprise, le troisième produit de l'entreprise, c'est un ensemble de logiciels qui vont permettre de bien comprendre le besoin de mobilité. Donc c'est de la conception de mission spatiale sous l'angle de quel va être mon besoin de mobilité, jusqu'à l'opération en vol des satellites et la manœuvre des satellites. C'est-à-dire comment on doit bouger pour rejoindre la position de fonctionnement, pour éviter d'autres objets, en fin de vie, pour aller laisser Oui, la en fait, place, si tu etc. maîtrises pas le logiciel, Si on maîtrise pas le logiciel, Donc là, on parle un peu comme un le operating logistique. system Oui. du satellite lui-même, sachant qu'évidemment, le satellite, il a en plus d'autres, j'imagine, d'autres logiciels embarqués pour sa mission Oui. d'observation ou autre, d'action, etc. Alors aujourd'hui, Donc là, la on parle du partie satellite lui-même. Oui, alors la partie opération du satellite, le modèle commun aujourd'hui, c'est de le faire depuis le sol. C'est-à-dire vous avez des centres de contrôle mission qui communiquent avec des grandes Allô antennes. Houston, on a un problème. Voilà. Et puis vous analysez la situation, est-ce que tout va bien ou pas sur mon satellite, et vous lui envoyez des commandes pour lui dire ok, il faut réinitialiser un système, ou alors il faut activer tes moteurs pour aller te déplacer un petit peu, etc. Ça on le fait depuis le sol. Mais bien évidemment qu'on peut imaginer, et certains commencent à le faire, de déporter ce contrôle-là à bord. Aujourd'hui, la capacité de calcul augmente beaucoup, les satellites en profitent, et donc on peut très bien imaginer une certaine forme d'autonomie à terme, où en fait tous les satellites auront le logiciel qui va bien pour aller détecter les objets qui sont autour de lui et agir en conséquence en toute autonomie. Et est-ce que le fait de la miniaturisation, j'ai compris, peut permettre d'embarquer tout ça, et quels sont les avantages et les inconvénients? Est-ce qu'il y a un temps de latence Alors quand on opère depuis le sol, il y a un petit temps de latence. Quand on est proche de la Terre, c'est quelques secondes, donc Oui. ça va encore. Quand on est sur Mars, ça peut être plusieurs dizaines de minutes, donc c'est plus compliqué. On opère à l'aveugle du coup, mais même Ouais. quand même sur Terre, on n'a pas forcément une visibilité toujours permanente, parce que les antennes, elles ont un certain facteur de vue, donc Ouais. c'est pas à 360 Donc on degrés. peut perdre le contact. Donc on peut perdre le contact à certains moments. Et puis aussi parce que les objets tournent très très vite, comme on le mentionnait. Lorsqu'on est tout seul, ça va, mais lorsqu'on opère au sein d'un environnement où il y a d'autres objets, bah, tout ça, il faut arriver à coordonner. Et c'est pour ça qu'on est tous à peu près convaincus qu'à terme, il va y avoir des ports de l'intelligence qu'il y a aujourd'hui au sol à bord des satellites. Ouais. On n'y est pas encore complètement, mais il y a beaucoup d'initiatives dans ce Et ce est-ce que les avancées dans l'intelligence artificielle sont décisives en ce moment sur ce type de... Ah oui, bah, justement pour répondre à ce besoin-là. Oui. En fait, aujourd'hui, encore une fois, vu différemment, le modèle de l'espace, c'est vous générez de la data dans l'espace, vous redescendez tout au sol, vous traitez au sol, mais vous en jetez globalement une bonne partie. Ouais. Donc, c'est absolument pas efficace comme système. Et donc, même raison, de l'intelligence à bord, et Ouais. ça passe aussi par entraîner des algorithmes. Donc il y a de du machine l'intelligence. learning qui est un peu mutualisé ensuite au sein On de vos peut logiciels, l'imaginer, parce qu'on- oui. Parce qu'on peut Oui. imaginer qu'il y a des cas d'usage qui se créent au fur et à Oui. mesure et qu'évidemment on factorise l'ensemble. C'est pas encore la norme, pas Ouais. du tout, mais il y a des entreprises qui travaillent là-dessus. Tout à l'heure, tu disais Elon Musk a réduit par 10 souvent le coût d'accès à l'espace. Comment aujourd'hui vous arrivez à vous projeter? Parce que là aujourd'hui tu le disais, l'enjeu c'est l'industrialisation. C'est vraiment ce qui te tourne dans la tête au quotidien et que tu essayes de craquer en ce moment avec toi, tes associés, tes équipes. Oui, alors vous m'auriez invité il y a 2 ans, ou peut-être dans 2 ans, j'aurais pas le même discours. Là, aujourd'hui, comme tu le oui. dis, ce qui nous occupe, Il y a toujours un nouveau truc. il y a hein. toujours un nouveau truc. C'est le propre de l'entrepreneur, on pourra y revenir. Demain ne ressemble pas à aujourd'hui, ni à hier. Le sujet d'aujourd'hui, c'est l'industrialisation de l'entreprise. Et pourquoi c'est important? C'est qu'on a, vous l'avez compris, différents produits de nature très différente mais complémentaires, hein, donc des moteurs, satellites, vannes et puis du logiciel. La maturité des produits est différente. Le satellite, vous l'avez compris, ce sont des cas d'usage un peu nouveaux, donc on est encore dans une prospection du marché, on sent qu'il y a de l'intérêt, il faut encore qu'on démontre qu'on est capable de faire des choses, que les clients maturent aussi dans leurs besoins de mobilité, donc tout ça est en train, c'est un caractère exploratoire. Les moteurs, le marché est là. Comme je le disais, il y a plus de demandes que d'offres, et donc il y a une course à être ceux qui réussissent en premier
à passer d'un état d'entreprise à être capable de fournir quelques prototypes, quelques moteurs par an, à plusieurs centaines par an. Ça paraît simple. L'industrie, il y en a partout autour de nous. Alors, il y en a eu un peu moins ces dernières années. On est en train d'essayer de réindustrialiser, mais néanmoins, on pourrait imaginer que c'est simple. Or, sur à la fois un produit qui est technologiquement complexe et pour une entreprise qui ne l'a jamais fait, dans un modèle de start-up, donc de financement, où il faut finalement faire d'abord la démonstration qu'on a trouvé le marché pour trouver les financements, pour pouvoir créer son usine, etc. Vous comprenez que le modèle d'industrialisation appliqué à une start-up met sous pression beaucoup plus forte que un industriel, soit qu'il aurait déjà fait, enfin une entreprise, soit qui aurait déjà maîtrisé l'industrialisation, soit qui aurait potentiellement plus de temps dans son modèle économique de financement pour le faire, et c'est absolument pas le cas des start-up. Et donc, c'est pas notre cas. Et donc, le challenge aujourd'hui, c'est d'implémenter, de transformer la société en un actif industriel. Quand on en discutait avant de rentrer dans le studio, tu nous disais, on a 2 exemples start-up industriels. Oui. D'un côté, on a Vercor, on a reçu d'ailleurs Benoît Leménian dans 40 nuances de Next, qui lève 2 milliards, mais qui n'a pas encore son usine. Inversement, on a Insect qui avait son usine, mais dont on connaît la suite. Et toi, tu es entre les deux, et j'imagine que ça questionne énormément. Alors, bien sûr, ça questionne énormément, et c'est là où, s'il y a un soutien aujourd'hui à apporter aux entreprises comme les nôtres, c'est de donner la résilience à l'entreprise, parce que l'industrialisation, c'est du temps long. La résilience, c'est quoi? C'est les moyens. C'est globalement, ce sont les moyens. Ce sont les moyens. Mais c'est important parce que globalement, il y a 2 vallées de la mort. Il y a la première pour créer son entreprise, faire d'une techno un produit. Ça, on y est arrivé. Deuxième, déjà bravo. Et on peut s'en féliciter, exactement. Oui, tout à fait. Mais il faut s'en féliciter. Là, on se parle, et effectivement, je vous parle de mon challenge au quotidien. Mais il y a des belles réussites. Mais bien évidemment que d'en être là aujourd'hui, ça veut dire qu'on a déjà bien réussi les premières étapes. Et on doit collectivement s'en féliciter. Deuxième vallée de la mort, c'est effectivement, vous avez trouvé votre marché. Et là, il faut passer de 1 à beaucoup plus. Et ça ne s'improvise pas. C'est très long. Surtout quand on ne l'a jamais fait, et surtout, je réinsiste là-dessus, dans notre modèle de financement d'entreprise. Et donc, le challenge... Et on parle de quel modèle de financement? Parce que, pour le coup, quand on parle d'ouverture de capital, de start-up, vous avez fait des augmentations. Il y a la BPI qui a votre capital, Razeo, etc. Et ensuite, pour l'industrie, on va peut-être avoir accès, ou en tout cas chercher d'autres canaux de financement. Alors ça, c'est l'autre question qui m'occupe beaucoup aujourd'hui. Les territoires. Alors, je réponds déjà tout à l'heure sur les modèles qu'on peut avoir aujourd'hui. Effectivement, vous avez cité Vercor, vous avez cité Insect. C'est des modèles assez différents. Les deux ont réussi à lever beaucoup d'argent. Les maturités ne sont pas les mêmes. L'un est en devenir, et on lui souhaite tout le succès qu'il mérite sur les batteries. L'autre exemple plus malheureux, c'est qu'on voit qu'il y a eu pari d'investir dans une usine qui aujourd'hui a l'air d'avoir du mal à trouver ses clients. Mais quand on est entrepreneur, on est, comme tu le disais, sur le fil de savoir quel est mon bon modèle industriel à faire. Est-ce que j'investis pleine balle sur l'usine parce que je sais que j'en ai besoin, mais au risque que le marché évolue ou ne se concrétise finalement pas à la mesure de ce qu'on avait envisagé, ou alors est-ce que j'y vais étape par étape? C'est quand même ce qu'on essaie de faire chez Exotrail. Mais l'étape par étape, ça veut dire quand même quelque part potentiellement prendre plus de temps pour le faire. Et donc peut-être aussi... se faire dépasser technologiquement, commercialement. Et donc il n'y a pas de bonne réponse encore à ça. Et donc on est tous, je pense collectivement, la tech industrielle française en train d'apprendre quels sont les bons modèles industriels. Je pose une question un peu bête, mais... il y a un marché, il y a de plus en plus de besoins, d'autant plus qui vont arriver, tu le disais. Si tu es capable de projeter qu'avec ton usine, tu peux produire à temps et vendre à temps, tu peux pas avoir des commandes fermes de clients qui sont prêts à les garantir à 2 ans, 3 ans, 4 ans, parce qu'ils savent qu'ils en auront besoin. C'est compliqué. Alors oui, c'est compliqué. On arrive aujourd'hui et ça nous montre que le marché est vraiment en demande de solutions de ce type-là, sur la partie propulsion en particulier. Et on est très phasé, et ça c'est un autre élément je pense, d'importance et de succès de l'entrepreneuriat, c'est d'être bien phasé avec son marché. Aujourd'hui, c'est un marché qui est en très forte accélération, mais on a démarré en même temps que ce marché-là. Et donc, tout ce marché-là attend des solutions à ses propres difficultés aussi d'exécution, etc. Donc, il y en a déjà qui se sont pris des murs?
Alors, on n'est pas encore trop dans cette phase-là, dans le domaine spatial. Ceux qui se sont déjà pris des murs, c'est ceux qui, en particulier aux États-Unis, se sont introduits en bourse dans la période faste de l'investissement dans les années 2020-2021, et là, ça qui ont fait ce qu'on appelle les SPAC. Et la plupart... Ils n'étaient pas profitables, ils n'étaient pas assez matures, en fait. Ouais. Et donc, ils n'ont pas réussi à exécuter, et je leur jette pas la pierre, parce que l'exécution dans les domaines du spatial, encore une fois, sont très compliqués. C'est juste, ils y sont allés trop vite, trop tôt. Ouais. Et ça nous rappelle la bulle Internet d'il y a 20 ans, etc. Il y a eu ça. Et c'est rajouté à ça, en 2022, une certaine forme d'éclatement de bulle de la tech aux US, qui a quand même ralenti le paysage de l'investissement mondial dans des valeurs tech. Aujourd'hui, même si ça reste encore compliqué, parce qu'il y a aussi un environnement géopolitique qui ne favorise pas trop, il y a quand même des bons signaux, à la fois la bourse a plutôt remonté. Après, la bourse a remonté. Dans le domaine spatial, je sais pas. Et puis, recommence à y avoir des belles levées de fonds ou des belles opérations financières. Il y a un début de consolidation aussi dans notre domaine. Donc, on sent que c'est en train quand même de repartir sous l'angle du financement. Juste, je reviens sur ce que tu disais, Olivier, tout à l'heure. Effectivement, on a été financé jusqu'à présent par des fonds de capital risque. On a 100% de nos actionnaires qui sont, au-delà des fondateurs, qui sont des fonds de capital risque. Français. 100% français, c'est remarquable à ce stade d'avancement de l'entreprise. La vraie question aujourd'hui, c'est quelle est la suite ? Quelle est la suite ? Autant jusqu'à présent, dans notre croissance d'entreprise, maturité d'entreprise, on savait que le coup d'après, ça devait être une nouvelle levée de fonds sur le même modèle, fonds de capital risque. Aujourd'hui, on peut se poser la question, on est en train de devenir un actif industriel et donc nos besoins sont différents, nos temporalités sont différentes et tout l'enjeu pour la tech industrielle aujourd'hui, c'est aussi de trouver quels sont les bons modes de financement. Dans les modes industriels, comme on va parler comme Vercor, il y a effectivement aussi des subventions, des crédits, de l'argent aussi potentiellement des régions qui ont aussi des stratégies de réindustrialisation, comme Xavier Bertrand le fait beaucoup dans le nord de la France. Alors oui, c'est quand on est patron d'une entreprise, d'un point de vue financement, on essaie d'activer tous les moyens, leviers tous les robinets pertinents qui font sens quand même pour l'entreprise. Pas non plus, voilà. Mais il y a les fonds effectivement d'investissement pour les projets peu matures, comme on l'était. Vous complétez ça avec de l'aide bancaire, bien évidemment, avec de la dette bancaire. À chaque fois qu'une entreprise fait une levée de fonds, elle peut aller s'adosser à des banques pour faire effet de levier. Effet de levier, c'est ce qu'on fait tous. Et puis après, en montant à maturité, et en particulier quand on commence à toucher du doigt ce défi industriel, on peut se poser la question d'aller voir des natures de soutien un peu différents. Donc avec des soutiens avec des temps plus longs, ça peut être des family office. Ouais. Ça peut être des fonds, un peu de private equity qui commenceraient à s'intéresser à des dossiers un peu moins matures. Oui, il y a ce sujet de souveraineté aussi. On parlait de guerre économique, géopolitique, etc. C'est que tu peux pas aller chercher des fonds partout non plus. Alors, on rajoute effectivement une certaine forme de... Alors, je ne sais pas si c'est de complexité, parce que c'est pas le message que je veux faire passer. C'est plutôt une certaine forme d'opportunité. Il est certain que dans nos domaines, l'espace, il y a des intérêts souverains, il y a des enjeux souverains. Et donc, la vraie bonne question à se poser, c'est comment on arrive à écrire une trajectoire de croissance avec cette composante-là qui nous nourrit également. Et donc, c'est pas une complexité, c'est juste un paramètre supplémentaire à avoir dans l'équation de l'entreprise. Et effectivement, sur certains sujets, on ne peut pas aller voir certains fonds ou certaines origines de fonds. Et pour des questions mais pour des questions de finalement de cette guerre économique. Mais est-ce que... moi, j'ai une sorte de paradoxe, j'arrive pas complètement à résoudre un peu d'un point de vue stratégique, c'est qu'on est dans un terrain qui est... Alors, je sais pas exactement quel est le droit de l'espace, mais on est dans un terrain assez open. Alors, tu as parlé d'open innovation, mais il y a aussi presque la géographie, la topographie de l'espace. Tu peux même dire Far West. Hein. Ouais, Far West. Bah, du coup, oui, c'est ça. C'est-à-dire que tant que c'est le Far West, c'est qui est d'ailleurs l'exemple un peu des pionniers qui allaient planter leur drapeau, on l'a dit, sur la Lune, mais c'était le cas dans le Kentucky ou autre, en disant, parce qu'on ne peut pas gouverner complètement ce système-là et on ne sera jamais, je pense, d'accord entre États pour complètement... fixer les bonnes règles, mais du coup, à quel point cette jungle est aussi contre-productive ? C'est plutôt ça ma question, c'est-à-dire que tu parles beaucoup de guerre, alors qu'il y a probablement beaucoup à gagner dans la collaboration aussi, partage de connaissances, en disant que, en gros, ce qui nous rassemble est peut-être plus fort que ce qui nous sépare dans ces challenges. Alors, c'est très beau ce que tu viens de dire. Oui, j'aime bien la philosophie. J'apprécie. Mais c'est la guerre. Mais ce que tu viens de dire est vrai partout. Ouais. Alors, dans l'espace... C'est-à-dire que l'espace, c'est encore plus ouvert, parce que c'est une zone... Je ne sais pas, par rapport à d'autres domaines terrestres que je connais moi, mais effectivement, si tu ne l'aurais pas dit, je l'aurais mentionné, aujourd'hui, l'espace reste encore un peu le Far West.
il n'y a pas de droit international de l'espace. Et donc, c'est une des préoccupations majeures de tous les acteurs, hein, de nous, bien sûr, en tant qu'opérateurs économiques, on va dire, de ce milieu-là, mais aussi des États, pour les raisons que je mentionnais au début. C'est que agir dans l'espace, c'est globalement vous agissez dans tout l'espace. Ouais. C'est pas localisé. Et donc, il y a un enjeu aujourd'hui très fort d'aller essayer de faire un droit de l'espace. Certains États commencent à légiférer. La France en est un très bon exemple. On est un des pays les plus avancés dans la régulation de l'usage de l'espace. Et c'est tant mieux. Alors, mais est-ce que ça a une influence sur le reste Alors, vu d'un casquette opérateur économique, on est hyper vigilant pour effectivement éviter que ça contraigne trop les opérations économiques, parce que sinon, on est défavorisé par rapport à des États qui pourraient comme sur plein de domaines, moins le sûr. faire. Mais néanmoins, il faut quand même saluer cette démarche-là, en particulier en France. Ça commence à pointer au niveau des États. Ce qui n'existe pas encore aujourd'hui, c'est une coopération internationale sur l'usage de l'espace. Tout le monde gagnerait effectivement à aller dans ce sens-là. Ça pousse quand même beaucoup. Est-ce qu'on va y arriver un jour ? Je ne sais pas. Tu l'as dit, tu as une vision très haute de la mobilité, de l'espace, et vous souhaitez devenir le leader. Aujourd'hui, il n'y a pas de concurrent direct sur un peu tous les sujets, mais en fait, pas de concurrent en front sur la vision d'ensemble. Si c'est tant une opportunité, ça va arriver. Et donc, il faut très vite montrer qu'on est les meilleurs. Et ça fera un peu peut-être ego trip, mais on est les meilleurs à date, là, sur ce que vous faites? Alors, on est, je pense, les meilleurs dans cette ambition et cette vision de dire le marché spatial est fragmenté. Et finalement, un des positionnements les plus pertinents est le sujet de la mobilité. Ça, on est les premiers à l'avoir édicté. Mais il faut être les premiers à le faire, là. Il faut être les premiers à le faire. Après, ce qui est intéressant de voir, c'est comment on le fait. Ouais. Et là, vous avez deux exemples d'entreprises. Vous avez des entreprises qui vont aller directement sur des cas d'usage très spécifiques, potentiellement très complexes. C'est un choix. Nous, on a fait le choix d'avoir une approche pragmatique, étape par étape, et d'apprendre à chacune de nos étapes. J'espère pouvoir dire dans quelques années que c'était le bon chemin à suivre. Mais pourquoi on a suivi ce chemin-là? C'est que ça reste considérablement compliqué à maîtriser la mobilité dans l'espace. Déjà sur Terre, je pense que personne n'a vraiment craqué le sujet de la mobilité. Alors dans l'espace, vous pouvez imaginer. Mais une fois qu'on a dit ça, et c'est pas pour faire peur sur ceux qui nous soutiennent aujourd'hui, on a démarré par très pragmatique, des moteurs. Des moteurs aujourd'hui, le marché est là, et donc on doit, comme vous l'avez compris, devenir un industriel. Ouais. Ça va être très utile. Parce que pour la suite de notre histoire, de maîtriser au plus tôt dans une histoire d'entreprise le sujet industriel va nous donner un coup d'accélérateur. Donc c'est très difficile aujourd'hui, certes. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Ouais. Ça va prendre un peu de temps, mais il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Et une fois qu'on y arrive, on va être dans une position beaucoup plus avancée que tous les autres. Et en plus de ça, avoir démarré par les moteurs et aujourd'hui commencer par des premiers satellites nous fait déjà passer d'un statut de ce qu'on appelle de sous-systémier à un statut d'opérateur spatial. Donc on est déjà devenu... ça veut dire être fournisseur, c'est fournisseur ça, système. Ouais, voilà. Okay. Sur les moteurs, on n'en a pas parlé, mais nos clients sont les fabricants de satellites. Oui, c'est ça. Et ça s'arrête là. Revenir là-dessus. Par contre, aujourd'hui, nos satellites, on est devenu opérateur de nos propres satellites. Là, déjà, on réduit l'entonnoir et on commence à être dans la cour des opérateurs. Et quand vous êtes opérateur de vos propres satellites, qui sont les clients ? Alors là, on revient sur les cas d'usage que je mentionnais tout à l'heure. Soit des entreprises qui veulent tester des technologies, des services, soit des entreprises aujourd'hui qui veulent aller déployer des satellites à un endroit. Est-ce qu'on peut parler de quelques cas d'usage ou c'est trop confidentiel ou je trouve si on peut se projeter dans des belles histoires spatiales. En fait, ces cas d'usage-là, c'est... Alors, par exemple, sur le premier satellite qu'on a envoyé en novembre dernier, qui est notre satellite de démonstration, qui fonctionne, qu'on opère aujourd'hui, on a un centre de contrôle. Et j'insiste là-dessus. Pause. Vas-y. Tu envoies ton premier satellite... T'es comme ça, non? Ouais. Ah, bien sûr. Mais là, tu racontes ça, on a envoyé le satellite. C'est vrai à un moment, on envoie un truc dans l'espace, c'est le premier, l'enjeu business. Quand on voit Elon Musk sautiller partout, on voit l'intensité. Oui, on est pareil, bien sûr. Ça avait déjà été le cas quand on avait envoyé notre premier moteur dans l'espace. Ouais. Donc ça, c'était en 2020. Comment dire, les premiers produits, effectivement, sont fondamentalement importants dans l'histoire dans la vie de l'entreprise. Ce premier satellite, pour nous, il est important parce qu'il nous a fait justement passer d'un statut de
fournisseur de sous-système a un statut d'opérateur. Et là, au même titre qu'aujourd'hui, on essaie de craquer le sujet industriel, on va le maîtriser. Et donc tout ça, c'est en fait un effet dans l'entonnoir pour potentiellement devenir à terme le cas unique qui maîtrise l'industrialisation, qui maîtrise l'opération des actifs dans l'espace et qui va maîtriser les quelques technologies clés qui sont vraiment nécessaires pour déverrouiller le marché de la mobilité. Et c'est un pari. Si on revient justement à la question de Thomas, donc un peu sur l'univers de la concurrence, démontrer qu'on est le meilleur. Aujourd'hui, quelles sont les barrières à l'entrée que vous mettez en avant? Est-ce que c'est parce que je voulais qu'on c'est pas que les sous, c'est aussi des technos. Les technologies, les brevets, etc. Oui, c'est ça la question. Oui. Et ensuite voir peut-être justement techniquement si on pouvait donner au plus grand public une sorte d'explication de ce que vous faites vraiment. Alors on n'a pas choisi la voie la plus simple, hein, vous l'avez compris. On fait des systèmes complexes, la technologie complexe. C'est extrêmement vrai pour la partie propulsion. S'il y a très peu d'acteurs aujourd'hui, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est comme les moteurs d'avion. Les moteurs d'avion, c'est pas les fabricants d'avions qui les font, c'est des motoristes. C'est la technologie des moteurs est extrêmement complexe. Et donc, il y a une barrière à l'entrée qui est très forte parce que l'investissement, pas uniquement financier, mais temporel, d'efforts, de trouver les talents pour arriver à développer ces technologies-là, à les maîtriser, est long. Donc nous, on a démarré vraiment l'aventure en 2015, on a créé la société en 2017, mais ça fait depuis 2015 qu'on travaille sur cette technologie-là de moteur. Et en plus, gardez en tête que cette technologie-là, on ne l'a pas inventée, elle existait déjà, on a été les premiers à vouloir la miniaturiser. Alors miniaturiser rajoute des challenges techno importants, mais on s'appuyait quand même sur une base, on s'appuyait sur une base quand même de connaissances, et c'est quand même complexe. Donc il y a une barrière à l'entrée qui est très forte dans le spatial du moment où on parle de technologie, ce qui est notre cas. La partie satellite, c'est un peu différent. Satellite, t'as combien de mecs sur les moteurs? Enfin, de mecs, pardon. Ça peut être des filles. On essaie on a. Non, mais combien de boîtes, je veux dire, qui sont là-dessus? Alors, vraiment crédibles, dans le sens où elles ont le bon positionnement produit aujourd'hui, parce qu'il y a plein de technologies différentes qui existent, donc on ne va pas trop rentrer dans le détail, mais des entreprises qui ont le bon produit, qui sont encore bien financés et qui sont à cette étape industrielle, on est 4 ou 5 dans le monde, pas plus. Et j'allais dire les drapeaux, c'est quoi? Les drapeaux, c'est beaucoup américain, un petit peu européen. Ok. Et pas de chinois dans le domaine? Alors, chinois, je mets ça à part. Il faut imaginer que la Chine aujourd'hui a toute la technologie spatiale nécessaire pour leurs propres besoins. Donc une fois qu'on a dit ça, ils n'ont pas une empreinte commerciale dans le spatial aujourd'hui. J'insiste, ils utilisent leur système sur leur propre marché. Je ne sais pas si ça arrivera. Parce qu'il y a quand même ces guerres économiques, géopolitiques entre les grandes puissances. Aujourd'hui, très clairement, la Chine n'est pas une région dans laquelle on vend nos produits, volontairement. Mais est-ce que vous ne vendez pas les produits, mais est-ce que vous leur achetez des produits, des composants électroniques, des matières premières, des savoir-faire, etc. Globalement, non. Alors, les composants électroniques ne viennent pas tous de Chine. Y a quand même beaucoup d'alternatives. Mais on a quand même cette préoccupation au maximum de pouvoir s'appuyer sur des technologies françaises quand on peut, européennes quand c'est pas possible en France, et vraiment, si c'est pas possible, ailleurs, aux États-Unis. À un moment, il faut être pragmatique quand même. Il faut que ça sorte. Mais la situation de la Chine est effectivement très particulière. Il faut pas croire qu'ils n'ont pas déjà toutes les technologies. Comme on parlait de barrières à l'entrée, d'industrie, de savoir-faire, et donc on a compris qu'il y avait l'idée de la propulsion et de rendre le satellite mobile. Mais du coup, sur quoi ça repose en termes de technologie et quelle a été vraiment votre breakthrough innovation? Alors, propulsion dans l'espace, historiquement, c'est propulsion chimique. Vous embarquez des produits chimiques, vous les mélangez entre eux, ça crée une réaction chimique, ça éjecte du coup de la matière, et puis il y a le principe de action-réaction dans l'espace. Donc ça pousse. Ça pousse. Enfin, ça bouge. ça pousse, et donc ça bouge l'objet dans la direction opposée à la poussée. Ça, c'est l'histoire de la propulsion spatiale. Et puis, dans les années 80, les chercheurs ont commencé à imaginer des systèmes qui allaient toujours éjecter de la matière, mais à des vitesses beaucoup plus élevées, et des éléments beaucoup plus petits. Et donc, on est passé, en fait, de systèmes chimiques à des systèmes, ce qu'on appelle ioniques, où on n'éjecte plus des molécules chimiques, on éjecte des atomes. Et des atomes qui sont excités d'un point de vue charge électrique. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est donc une de ces technologies-là qu'on utilise chez Exotrail, c'est globalement un mini accélérateur de particules.
Donc vous confinez des atomes dans un champ magnétique et vous faites interagir ça avec des électrons. Tout ça crée une réaction qu'on appelle une réaction plasma et en fait vous éjectez finalement des atomes à très 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 grande vitesse. C'est des dizaines de kilomètres par seconde sur des échelles de quelques millimètres. Et ça suffit dans l'espace, même si l'atome est beaucoup plus léger qu'une molécule. Et après, je m'arrête. Non, mais en fait, c'est intéressant. Mais comme ça je comprends rien, ça permet en fait de bouger apprends. les objets dans l'espace, mais avec une poussée plus faible. Par contre, beaucoup plus efficace. C'est-à-dire pour pour le même trajet, vous embarquez beaucoup moins de carburant. Alors vraiment, et donc, là, vous avez faut plus de que place je retourne et vous pouvez à mes miniaturiser. études au lycée, mais juste pour comprendre, la matière première pour générer ces atomes, tu vas aller chercher du gaz. Alors, dans notre cas, c'est du gaz. Il peut y avoir d'autres solutions, mais c'est généralement du gaz. Et dans notre cas, on utilise ce qu'on appelle des gaz neutres, et en particulier le xénon. Alors, le xénon qui est utilisé assez largement sur Terre, qui reste un gaz rare, donc il n'est pas produit en très grande quantité quand même. Mais on l'utilise pour les phares des voitures, par exemple, pour la création des puces de silicium. Ça, c'est utilisé. Et c'est utilisé en médecine aussi. Le fait que ça reste un gaz rare, à terme, avec l'explosion de la demande des besoins dans l'espace, on a de quoi tenir, ou on va se retrouver comme l'essence en se disant à un moment, il y aura plus de pétrole, quoi. Alors le xénon est un des composés de l'atmosphère. On en respire là, quand on se parle, en petite quantité. On en respirerait plus, on se sentirait très bien. C'est pour la suite de l'aventure. Je disais, c'est utilisé en médecine, mais c'était aussi utilisé comme produit dopant dans les années 80. Parce que ça reste un gaz rare, mais qui est produit en fait en même temps qu'on produit de l'oxygène. Donc toutes les usines qui produisent de l'oxygène liquide en particulier, ont théoriquement une capacité à produire du xénon. Donc aujourd'hui, ça reste un gaz qui est... Mais c'est pas fait aujourd'hui, c'est pas stocké... Si. Vous pouvez acheter du xénon. Alors bon, pas aussi facilement. Je saurais pas quoi en faire, je vais te laisser... Voilà. Si tu veux te doper un peu, tu peux inspirer un peu. Mais du coup, voilà. Et pourquoi on utilise celui-là, c'est que c'est de tous les gaz rares, c'est celui qui a la masse la plus lourde. L'atome de xénon est plus lourd qu'un atome d'un autre gaz rare. Et donc, quand même, quand on crée de la poussée dans l'espace, plus la matière qu'on éjecte est lourde et plus il y a de la poussée. Et donc, la poussée, là, techniquement, elle s'appuie sur quoi? C'est sur le satellite. Sur le satellite lui-même. C'est la masse du satellite qui est... Et en fait, le satellite bouge dans la direction opposée où vous éjectez la matière. Et est-ce qu'il y a... Alors, question basique, mais du coup, il n'y a aucun frottement à l'intérieur de cet écosystème spatial? Enfin, non. Alors, dans l'espace, on est théoriquement dans le vide. Donc, il y a plus de frottement. C'est-à-dire quoi, théoriquement? On est bas? Alors, c'est pas tout à fait vrai. Ça dépend parce de l'altitude ou ça voilà, et c'est exactement ça. Vous avez tout compris. C'est plus on est bas en altitude, et plus, en fait, il reste un peu d'atmosphère. Il reste un peu d'oxygène, il reste un peu de molécules d'atmosphère. Et donc, il y a quand même de la traînée atmosphérique, qui qui accélère les satellites, en fait, et qui les fait naturellement descendre en altitude. Donc, si vous laissez un satellite à, par exemple, 400 km, 2 ans après, il est peut-être à 250 km. Pas exactement les chiffres en tête, mais il descend naturellement. Donc, tu es obligé de mettre des petites poussées. Et donc, il y a aussi un enjeu pour les satellites qui sont en orbite basse et très basse. Et ça, c'est intéressant parce que plus vous êtes bas, et si c'est un satellite d'observation de la Terre, plus vous avez des qualités d'image importantes. Et il y a ce besoin d'aller régulièrement les repositionner. Et ça, il y a besoin de moteur. Je crois que c'est ma journée question con. Ah, on aime bien. Mais je vais prendre l'exemple des jeux vidéo. Avant, on avait une petite manette où on pouvait appuyer devant, derrière, gauche, droite pour déplacer son joueur de foot sur FIFA peut-être 1970. J'en sais rien. Il n'y avait pas encore. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus contrôlé. On va vraiment dans la direction qu'on veut. C'est-à-dire que vous, sur les satellites, pour les endroits où vous allez envoyer, éjecter justement le gaz, il y a des sorties partout pour aller exactement précisément où vous voulez. On est encore en haut, en bas, à gauche, à droite, devant, derrière. Alors non, tout ça se maîtrise assez bien. Ouais. En fait, vous avez 2 possibilités. C'est soit vous avez un moteur fixe, ce qui est généralement le cas aujourd'hui, donc une poussée avec un axe fixe, et puis vous orientez le satellite dans la direction où vous voulez aller. Et là, vous avez des systèmes à l'intérieur Alors non, vous avez des systèmes à l'intérieur du satellite qui permettent de tourner le satellite. Okay. On pourrait imaginer des systèmes plus complexes où vous avez votre moteur qui bouge. Si vous avez regardé les dernières vidéos de SpaceX de ce week-end, avec l'atterrissage qu'il a réussi à faire, enfin la captation qu'il a réussi à faire, les bras, là, vous voyez à la fin que le jet
de son moteur bouge. Et directionnel, ouais. Voilà, il est multidirectionnel. Ça, on peut imaginer, on a des travaux en cours sur ce sujet-là, mais on arrive à bien maîtriser les changements de position dans l'espace. C'est vraiment une question. Du coup, ça veut dire que le moteur peut bouger, ou alors il peut y avoir plusieurs moteurs sur différents axes. On peut tout imaginer. Nous, on vend déjà des systèmes, on a développé des systèmes à plusieurs moteurs. D'accord. Il y a tout un tas d'intérêts de redondance, déjà possible, et puis en fonction des phases de mission, d'en allumer 1 ou 2 ou 3 ou 4. On peut faire plein de choses intéressantes avec D'accord. Plusieurs moteurs. Et puis industriellement, je reviens sur le sujet industriel, c'est intéressant. Parce que vous avez moins de configuration de moteurs. C'est-à-dire pour une puissance donnée, au lieu de mettre un moteur nouveau potentiellement à développer, vous en mettez 2, 3, 4, mais vous avez toujours le même d'un point de vue industriel. Donc il peut y avoir des optimisations de ce point de vue-là. Et est-ce que du coup cette dimension très technologique, qui demande en plus une très très grande précision liée au caractère un peu hostile de l'espace et l'environnement éloigné, etc., ça c'est quelque chose dont vous êtes... est-ce que vous êtes en avance ou est-ce qu'aujourd'hui c'est... cette ionisation, l'utilisation du xénon, etc., est-ce que c'est en gros le standard ou est-ce qu'il n'y a pas encore de standard? Alors, la propulsion chimique, qui est l'historique, continue encore à être utilisée. Il y a certains cas de mission où ça reste plus intéressant parce que ça pousse plus fort et donc on va plus vite à l'endroit où on souhaite aller, tout simplement. Par contre, ça reste des systèmes très massifs, très volumineux, parce que peu efficaces. Et donc, c'est là où la propulsion plasma, on appelle aussi propulsion électrique, prend tout son sens. Permet de faire des systèmes plus petits et donc de laisser plus de place pour le reste du satellite. Ça reste une technologie qui existe depuis 40 ans aussi. D'accord. Mais ça a été une technologie qui a été, et ça va répondre à ta précédente question, ça a été une technologie développée pour les très gros satellites parce qu'à ce moment-là, l'usage de l'espace passait par les très gros satellites. Donc la question s'était pas vraiment posée de miniaturiser ces systèmes. 2015, rappelez-vous, cette tendance à faire des plus petits satellites. Et oui, mais il faut miniaturiser. J'aime bien le rappelez-vous, on dirait un prof. Non. Rappelez-vous le cours de ce matin. Il y a besoin de miniaturiser. Ouais. Et c'est là qu'on a ce différenciant où on a été la première entreprise à chercher à miniaturiser à l'échelle d'un satellite de 10 kg, donc un nanosatellite, une technologie de propulsion plasma. Et on a été les premiers à le faire et à envoyer dans l'espace un moteur comme ça. Il fallait l'affirmer. On a quelques grandes rubriques dans 40 nuances de Next. Je vois le temps qui file, on les fera peut-être pas toutes. On avait parlé de ta claque. Tu m'as parlé de l'industrialisation, mais je t'ai posé aussi une autre question tout à l'heure avec Olivier, qui étaient les moments les plus durs par lesquels tu es passé. Et je te propose de revenir juste après ce jingle. Je parle lentement pour laisser le temps à l'équipe d'envoyer. Waouh! Alors, il y a le moment là dans lequel vous êtes, où il faut passer à l'échelle, mais tu m'as aussi parlé du début, de la création. Et oui, on a les champions de la tech française, de l'industrie française, de l'économie française à nos micros, mais ça se fait pas en un claquement de doigts. On a tous démarré en bas. Et pour toi, ça a aussi été un des moments les plus durs en fait de l'aventure. Oui, alors là, c'est une réponse un peu plus personnelle. Comme vous l'avez mentionné, moi, avant, je travaillais au CNRS. Donc, au CNRS, mon travail était de développer justement des équipements que l'on installait sur des satellites. Alors, des satellites à vocation scientifique, bien sûr, ça reste la mission du CNRS. Mais il n'empêche que, même si le domaine était le même, finalement, même si je ne traitais pas de propulsion, je traitais d'équipements embarqués sur satellite, l'environnement au CNRS faisait que j'étais très clairement privilégié et donc j'avais mes activités liées au développement d'équipements. Il y a eu cette opportunité, cet alignement de planètes en 2015, de profiter d'un environnement favorable au transfert de technologie et donc j'ai cumulé mon activité au CNRS avec un projet finalement de transfert de technologie qui s'appuyait sur du coup la technologie des moteurs. Dans l'environnement du CNRS, donc 2016-2018, je travaille sur Exotrail, qui ne s'appelle pas encore complètement Exotrail, mais dans un cadre, en fait, hyper privilégié. Et ça, quand même, c'est important parce que... Tu as du temps, tu as un salaire... Alors, du temps, non, parce qu'on cumule les fonctions et il faut quand même qu'on aille vite. Mais il n'y a pas une pression forte au démarrage de se dire, mes 2 premières années de... Mais là, l'entreprise existait ou elle n'existait pas encore? Elle a été créée à mi-parcours à peu près de ce projet de transfert de technologie. Donc, mais le projet préexiste à la société, donc là, c'est vraiment en accord avec le CNRS, c'est pas du black market. Non, pas du tout. Non, c'est un accord. Voilà, chacun amène une partie des financements, des personnes, etc. Et est-ce que tes associés sont arrivés et à quel moment? Parce que je crois que alors, ils arrivent pour certains à ce moment-là, pour le 4e un peu après.
Je vais y revenir. Mais jusqu'en 2018, finalement, Exotrail est mené dans un cadre académique. 2018... Faut faire un choix. Faut faire un choix. Et elle est là, la claque. Et là, donc, c'est plutôt personnel. C'est qu'il a fallu que je fasse ce choix de quitter finalement le CNRS. Est-ce que c'est un choix définitif? Est-ce qu'il y a des possibilités aussi de mise en disponibilité? Oui, effectivement, ça rentre dans un cadre quand même encore assez favorable, où pendant quelques années, on peut aller tester en fait une idée, une entreprise, monter une entreprise. Et ce qui est très honnêtement une chance à la fois incroyable et une opportunité pour les personnes qui travaillent dans cet environnement d'aller essayer. De se lancer. De se lancer. En même temps, quand on voit le temps que ça prend de monter des projets aussi ambitieux, si tu backes pas un peu les gens pour le faire, t'as personne. Mais quand on demande une telle décision, j'imagine qu'il faut l'obtenir en montrant que c'est un projet sérieux. Et après, elle a une certaine durée. Elle a une certaine durée, c'est à peu près une dizaine d'années. Qu'on renouvelle en fonction de l'évolution du projet et de ses volontés personnelles. Mais pour revenir sur le sujet de la séquence, c'est effectivement en 2018, je dois faire ce choix. Est-ce que effectivement je rentre à full time chez Exotrail ou est-ce que j'arrête le projet et que je continue au CNRS? Bon, quand on l'a initié, c'est très difficile de l'abandonner, surtout quand on commence à obtenir des bons résultats. Donc, effectivement, j'ai fait ce choix qui a été un choix un peu déstabilisant parce que, effectivement, j'avais jamais vécu... Au CNRS, t'es chercheur. Là, c'était un statut d'ingénieur, mais peu importe. T'es ingénieur, donc t'es pas entrepreneur. Non. T'es pas financier non plus. Non. Donc, en fait, tu vas au-delà de la techno, du produit, de la vision... Alors là, on le fait pas tout seul. Je le fais pas tout seul. Et c'est là où justement les associés prennent tout leur sens. C'est qu'il y a deux, du coup, des autres associés qui étaient en fin d'études à ce moment-là et qui s'étaient spécialisés dans l'entrepreneuriat et qui, pendant que moi, je travaillais sur la mise au point des premiers prototypes, eux travaillaient sur bien définir le marché, quels étaient les produits qu'il fallait faire et qui ont globalement mené la première levée de fonds. Et ils ont tous un background quand même scientifique? Oui, on est 4 ingénieurs, les associés. Et donc, ça, c'était fondamental. C'est quand même mieux pour comprendre, je pense, à un moment. Et donc, pour moi, c'était fondamental. Comme tu l'as dit, je n'étais pas financier, je n'étais pas entrepreneur. Moi, j'amenais la compétence et la connaissance du domaine spatial, la caution, quelque part, vis-à-vis de nos premiers investisseurs aussi. Et en perso, les proches, il n'y en a pas qui disent « mais n'y va pas ». Non, j'ai eu la chance d'être dans un environnement familial où j'ai toujours été soutenu. Donc ça, c'est aussi une des clés de l'entrepreneuriat. C'est si on n'a pas ce soutien-là, c'est déjà très compliqué dans l'entreprise. Si en plus c'est compliqué dans l'environnement familial, voilà. Donc j'ai eu cette chance-là aussi. Et donc voilà, la première claque quelque part, ça a été ce choix d'y aller et de vraiment y aller. Et c'est pas un demi-choix. C'est-à-dire que vu l'ambition du projet et on savait tout ce qu'on allait devoir mener, c'était pas non, je reste un pied d'un côté et j'ai l'autre pied de l'autre. C'est soit on y va à fond, soit on n'y va pas. Donc là, c'est la première claque. Mais j'ai démarré en tant que directeur technique de l'entreprise. J'étais CTO. Et ça faisait du sens. C'est moi qui ai amené l'expertise du métier de développement d'équipements satellites. En 2021, je prends la direction de la société. Et donc là, en termes de claque ou de sortie de sa zone de confort, ça en est une nouvelle. Et qu'est-ce qui amène à ce que tu prennes Non. D'accord. Non. Qu'est-ce qui amène à prendre Alors, la croissance de l'entreprise. À chaque phase, finalement, de l'entreprise, les enjeux sont différents pour un CEO en particulier. Et ça fait aussi écho à une question qu'on doit se poser en tant que CEO tout le temps. C'est est-ce que je suis la bonne personne au bon endroit et au bon moment pour la bonne phase de vie de l'entreprise. 2021, qu'est-ce qui se passe? On a fait notre premier développement moteur. Il est dans l'espace. On l'a opéré. C'est un succès. On a passé un cap un peu symbolique d'une 50aine d'employés et donc besoin très fort de structuration. Et on commence à travailler sur nos nouveaux produits. Et donc l'histoire d'un CEO jusqu'à cette étape-là est plus tout à fait la même. C'est plus de structuration, etc. Moi, j'avais beaucoup travaillé sur l'opérationnel jusqu'à présent. J'avais envie de faire du plus stratégique. Et à l'inverse, le CEO de l'époque, qui est un des associés, qui est toujours dans l'entreprise, voulait revenir sur du plus opérationnel. Et donc, c'était à ce moment-là où on avait vraiment besoin d'une stratégie produit très forte. Et donc, il a pris la direction d'un pôle stratégie, marketing, produit dans l'entreprise. Donc, ça, en termes de sortie de zone de confort, c'était pas mal aussi. Surtout que c'est à ce moment-là qu'on doit se lancer dans la dernière levée de fonds, qu'on a menée en 2022, annoncée début 2023. Donc ça, c'en était une autre. Et bien sûr, celle actuellement, qui est plus une claque opérationnelle. Mais encore une fois, c'est bien d'en être là. C'est un bon signe d'en être arrivé là.
c'est d'arriver à se transformer, à devenir une entreprise industrielle. Et est-ce que vous en parlez entre vous justement de ces questions de... C'est bien que tu aies ce niveau de transparence de dire qu'un CEO doit toujours se demander est-ce qu'il est la meilleure personne pour la prochaine étape, ce qui ne veut pas dire qu'il a pas un rôle il doit se demander, il doit s'en rendre compte. Et il doit s'en rendre compte. Mais c'est là où être plusieurs est important. Ouais. On avait eu cette discussion avec Benjamin Gagnon, je me rappelle, sur Ornicar, où il y a à la fois cette ambition, parce qu'il y a une grosse vision, un ego aussi, et en même temps une forme d'humilité qui est de dire s'il veut vraiment que ça réussisse, il ne faut pas que ce soit freiné par moi-même. Est-ce que vous avez cette discussion, vous, entre fondateurs régulièrement? Oui. C'est des questions que tu te poses toi-même, ou est-ce que parfois tu travailles autrement, peut-être dans le milieu familial ou avec un coach ou autre Alors, il y a un peu de tout. La relation entre fondateurs est importante à maintenir, et donc il faut des temps. De discussion. C'est important, et quand on est noyé dans l'opérationnel du quotidien, faut essayer de pas l'oublier, ça, et d'essayer de prendre du temps. Et là, pour l'exemple, vendredi après-midi, on se prend un moment entre fondateurs pour refaire le point. On le fait régulièrement pour voir, est-ce qu'on est la bonne personne au bon endroit, maintenant, pour combien de temps. C'est la remise en question permanente, mais dans un cadre associé fondateur, qui n'est plus le cadre opérationnel de l'entreprise. Ouais. Et là, il y a une transformation qu'on est en train de vivre aussi, de fait de la maturité de l'entreprise. Et aujourd'hui, on a un statut de fondateur, certes, qui n'est pas le statut d'exécutif de l'entreprise. Ouais. Et donc, j'ai beaucoup travaillé ces derniers mois à structurer finalement le comité exécutif de l'entreprise, le COMEX. Il y a les fondateurs dedans, mais les fondateurs, ils sont sur des rôles d'exécutifs. Et donc, quand on est dans l'entreprise, on doit être aujourd'hui, en tant que fondateur, des exécutifs. Le statut de fondateur, c'est autre chose. Ouais. Et il y a un théâtre, il y a un temps pour faire grandir cette relation-là et ce statut-là. Je vois le timing, je suis navré. Mais si on veut te laisser aller conquérir l'espace, il faut aussi un moment te libérer. Faut prendre le bus. Deux choses. La première, c'est qu'on a une question plus perso, juste après ce jingle pour parler de toi. Allez, relaxez-vous. Et maintenant, c'est pas le bon jingle. On parle de vous. Bien sûr, c'est le bon jingle. On en a plein, mais c'est bien celui-là que je voulais. Merci la team. Non, parce que exceptionnellement, on a une question surprise d'un de tes proches, mais qui nous l'a envoyé à l'écrit. D'accord. Donc je vais quand même te la poser. Et alors, je sais pas quelle est sa voix, donc je vais pas changer de voix pour que ça marche. C'est un de tes cofondateurs, David Henry, qui te demande pourquoi tu as passé le permis moto alors que tu fais pas de moto. Ça, elle m'a fait marrer celle-là. Donc je te la pose. Et j'ai le permis moto, donc ça m'intéresse. Mais tu fais de la moto. Je fais de la moto. Enfin, je veux dire, ça va avec. Alors, c'est une bonne question. Alors, pour le contexte, c'est une manière de penser ça. Donc, David, c'est un des associés, un des fondateurs, et c'était l'ancien CEO de l'entreprise, justement. Et pour faire le parallèle avec cette question, effectivement, j'ai passé mon permis moto en 2020, un peu avant qu'il y ait ce changement de rôle, justement. Et c'était, pour moi, une façon aussi de ne pas faire que l'entreprise. C'est parce qu'on est tellement pris dans le tourbillon de l'exécution, de la pression d'exécution, de pression financière, levée des fonds, etc., qui a quand même besoin à un moment donné d'avoir des soupapes. La famille en est une, les loisirs, le sport, etc. Essentiel. Moto, c'est essentiel. Mais on pourrait se dire que toute cette pression, tu vas la relâcher en étant au volant de ta bécane. Oui, sauf que... Mais toi, tu te détends en allant juste passer le permis. C'est ça. Donc, effectivement, je passe le permis en 2020. J'utilise assez peu la moto aujourd'hui parce que ça doit rester un loisir, vous l'avez compris. Et quand même, l'engagement qu'on met dans l'entreprise fait que parfois on est un peu fatigué et la moto, c'est pas une bonne idée de la prendre quand on est fatigué. Donc, je réserve la moto à quelques rares occasions où je sais que je peux en profiter pleinement, sans risque. Ce serait contre ce... Ça serait dommage. T'as d'autres soupapes autres que les proches? Alors, la famille en est une, très clairement, et c'est même la principale. Ouais. C'est fondamental et je tiens énormément à ça. C'est ce qui permet d'avancer dans un milieu quand même qui est extrêmement exigeant. T'as passé ton permis famille? J'ai passé, je sais pas, c'est à ma femme et mes enfants qu'il faudrait le demander, mais j'espère qu'ils répondront oui.
Mais j'insiste là-dessus parce que c'est vraiment important. Ensuite, il faut arriver à avoir d'autres types de soupapes. Donc, ce sont les loisirs, le sport. J'essaie d'en faire un peu. Voilà. Donc, c'est un équilibre qui est propre à chacun. Mais dans ce domaine-là, moi, je me pose souvent la question du point de vue entrepreneur. Enfin, il y a évidemment, j'allais dire, il y a there is two kind of people, où il y a, comme on dit, il y a les bons chasseurs, les mauvais chasseurs, mais sans la blague, il y a des entrepreneurs qui sont plus passionnés par l'entrepreneuriat en tant que tel, parce qu'ils veulent soit gagner de l'argent, gagner de l'indépendance, etc., mais pas forcément passionnés par le sujet. Ils auraient pu être entrepreneurs dans un autre domaine, ils le reconnaissent. Même si parfois ils arrivent à s'intéresser à force de travail au sujet lui-même. On imagine que l'espace, c'est un sujet plus passion. Je ne sais pas si c'est le cas. C'est-à-dire plus spatial. Plus passionnel, passion. Dans le sens où on a cette image des petits garçons, et pourquoi pas des petites filles qui rêvent d'être astronautes, et puis la conquête spatiale, les films de science-fiction. Et donc on a cette image-là. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une passion de gamin, avant même d'être entrepreneur, parce que c'était pas ton premier choix? Alors non, la réponse absolument non. On m'a déjà interrogé là-dessus et je suis assez... C'est une question banale, désolé. Non, mais je suis assez transparent sur le sujet. Petit, je rêvais pas effectivement d'envoyer des fusées. Ouais. Ça a été le contexte de mes études, de premier boulot, deuxième boulot, qui effectivement est arrivé dans le spatial. C'est un sujet quand même sympa. On développe des technologies bien. Je dois dire qu'on était ultra heureux de te recevoir aujourd'hui. On répond à des vrais besoins. C'est passionnant. C'est le petit garçon qui résonne dans. Alors effectivement, c'est passionnant. Par contre, très honnêtement aujourd'hui, ce qui m'intéresse dans le projet, c'est la dimension entrepreneuriale. Ouais. C'est d'arriver à mener à un état et industriel. De maturité. Alors aujourd'hui industriel, demain ça sera peut-être une autre question et probablement d'autres réponses. Mais voilà, ce qui m'intéresse, c'est le projet, c'est arriver à aligner. Il y a un vrai enjeu d'aligner le maximum de personnes dans des phases où c'est très complexe, où il y a beaucoup de pression, avec beaucoup de nouveaux, des anciens, comment faire cohabiter les uns les autres, garder cet esprit d'innovation avec ce besoin de devenir un actif industriel, comment on fait. C'est ça qui m'intéresse in fine. Donc ça pourrait être dans le spatial et ça pourrait être dans d'autres domaines. Et sur ce chemin, tu as trouvé 2-3 réponses à ces questions? Des petites choses que vous avez mis en place qui fonctionnent bien? Alors, il y a pas de science exacte là-dessus. Hein. Je n'ai pas la prétention de dire ça a marché, c'est comme ça qu'il faut faire, etc. Très propre à chaque contexte d'entreprise, à chaque produit d'entreprise, à chaque maturité et de phase de vie d'entreprise. Donc, il y a quelques éléments quand même qu'on a essayé de mettre en place au départ et auxquels aujourd'hui il faut qu'on se batte pour les maintenir. C'est un peu des principes. Il y a un livre qui nous a beaucoup marqué, qui est le livre de Netflix. Ouais. C'est un peu bateau parce que beaucoup l'ont lu, mais qui a été la culture qu'ils ont essayé de développer, qui est une culture d'abord de transparence, d'expliquer le contexte pour tirer le meilleur parti des gens. Si les gens n'ont pas le contexte, et je pense que c'est vrai à peu près partout, surtout dans la vie, c'est très compliqué. On n'embarque pas. Et donc il y a ce principe quand même de volonté d'expliquer, de donner du contexte, de transparence. Bien évidemment, et j'enfonce des portes ouvertes, c'est d'essayer de maximiser les talents dans l'entreprise. C'est la clé. Également. Et puis après, c'est d'essayer de lever un peu les barrières. C'est-à-dire de faire toujours attention à pas trop processiser l'entreprise. Une fois que j'ai dit ça et que je dis en parallèle qu'il faut qu'on devienne un actif industriel, on ne devient pas un actif industriel si on ne processise pas l'entreprise. Et donc c'est un combat permanent entre des valeurs qui nous parlent énormément et une réalité quelque part qu'il faut qu'on arrive à appliquer. Et c'est ça qui est extrêmement... Moi, je sais pas, parce que c'est vrai que le temps passe et c'était toi notre ça sera la dernière. Mais non, mais je trouve que du coup, il y a une question assez fondamentale. Là, on n'aura peut-être pas le temps de la développer énormément, mais c'est la question un peu de la culture d'entreprise. Ouais. Parce que on imagine qu'il y a un centre de chercheurs, c'est très technique, scientifique. Il faut aussi leur laisser une certaine liberté. J'avais compris ça en regardant un peu des use cases aussi sur Ariane Espace à l'époque, etc. On a des gens qui ont beaucoup d'intelligence, beaucoup de créativité, etc. Et en même temps, il faut des process. Et est-ce que ça, du coup, c'est une réflexion? Est-ce que vous imposez une sorte de culture d'entreprise ou est-ce qu'elle se crée un peu par défaut avec modulo des process qu'il faut respecter des qualités, des normes, etc. Mais voilà. Alors, pour moi, peut-être je me trompe, mais il y a deux choses. Il y a les valeurs et la culture. Les valeurs, c'est les dirigeants qui donnent le cap. La culture, c'est une photographie de l'entreprise à un moment donné. Et bien évidemment qu'elle est nourrie par les valeurs, mais pas que. Elle est nourrie par les gens, par la typologie des gens, leur origine, leur expérience, etc. Donc la culture, quelque part, on peut essayer de la modeler, mais on la subit. Et il faut la constater. Et donc ce qu'on fait chaque année, j'aime beaucoup l'exercice,
c'est que chaque année, voilà, on a une enquête qui a pris plusieurs formes, mais pour savoir un peu comment les gens se sentent dans l'entreprise, sur tout un tas de critères. Et puis à la fin, on leur demande, quand vous pensez à Exotrail, c'est quoi les mots qui vous viennent? Et on en fait une cartographie chaque année, et on voit que la cartographie évolue. Et ça, c'est la culture d'entreprise. C'est des mots-clés des mots-clés d'ambition, de risque, Ah oui, ça, vous le voyez évoluer? Et on le voit évoluer, et c'est ça qui est génial. Ça, c'est la culture. Donc la culture aujourd'hui... Et vous pourriez le voir évoluer parfois dans une direction qui vous plaît moins, bien peut-être, sûr. genre ça devient plan-plan, enfin, bien sûr. Mais c'est exactement ça, trop de process, etc. Ouais. Mais ça, c'est justement, c'est un formidable outil de monitoring, enfin de monitoring et d'essayer d'influer ça, d'adapter, ou d'expliquer. Mais la culture, on l'a subie quelque part. Ouais. Il faut essayer de la modeler. Ouais. Et par contre, ce qui est fédérateur, ce sont les valeurs. Ça, c'est important. Ouais. Et il faut essayer de ne pas déroger aux valeurs. On peut les faire évoluer aussi, les valeurs, parce que exactement comme est-ce qu'on est à la bonne place au bon moment, est-ce que les valeurs sont toujours d'actualité dans l'entreprise? Et on a tout un débat en interne de l'entreprise aujourd'hui sur la notion de risque. Dans une de nos valeurs, on a 3, il y avait l'action et la prise de risque. On est sur un modèle d'entreprise et sur un domaine où il fallait qu'on prenne du risque. Mais plus on avance vers un besoin d'industrialisation, moins on peut en prendre. Non. Mais si on n'en prend plus du tout, on perd notre capacité d'innovation. Tout à fait. Et donc, comment on fait? C'est comment on modifie potentiellement, on fait évoluer cette valeur pour être plus adapté à notre contexte. Ça, c'est des enjeux, sont des enjeux importants. Une autre chose, moi, à laquelle je déroge pas, c'est vraiment de poser toutes les questions des surprises. Ouais. En fait, ton associé en a une autre. Oui. Et pour ceux qui nous regardent sur YouTube, ils comprendront. C'est quoi cette passion pour les doudounes? Ah oui, elle est difficile celle-là. Je sais pas, c'est un formidable produit. Hein. C'est l'un des entrepreneurs qui a inventé ça. Là, c'est le Just Over the Top, une très belle marque marseillaise. Oui, tout à fait, c'est ça. Non, je pense que c'est. Alors, et c'est la joke ou non, oui, non, j'ai souvent un biais comme ça. Alors, c'est un peu les tics d'entrepreneurs. Il y en a beaucoup qui sont friands de ce genre de choses. Moi, j'en ai pas 50. Il y en a un quand même que j'ai, c'est le matin quand je me lève et que je m'habille, j'ai pas envie de passer du temps à réfléchir à ce que je mets, et du coup je suis à peu près toujours habillé de la même manière, et la doudoune fait partie de l'uniforme. De l'uniforme, exactement. On a une dernière rubrique pour que nos invités nous proposent une autre invitée. On a ouvert depuis 2 semaines nos médias à des artistes, des sportifs aussi, évidemment des entrepreneurs. Dans ton domaine ou pas, si tu as en tête quelqu'un qui t'inspire, et voire même idéalement une femme qui t'inspire, et idéalement une femme entrepreneur qui t'inspire, mais si tu nous proposes la première astronaute à être montée sur la Lune que tu as son 06, on sera aussi ravis de l'entendre. Donc voilà, je te laisse cogiter 2 secondes, donc je pars un peu plus lentement et j'en profite pour inviter tout le monde à aller découvrir les échanges qu'on a pu avoir avec Charlotte Desnaux, qui est artiste, chroniqueuse sur Belle Époque, Gaëlle Rivière, médaille olympique de Cécifoot, et Jeanne Maréchal, l'escrimeuse. Bref, normalement tu as eu assez de temps pour réfléchir. Alors je vais vous proposer 2 noms et je vais vous expliquer pourquoi. C'est pas dans le domaine spatial, je pense qu'on a bien couvert déjà le sujet aujourd'hui. Donc voilà. Par contre, ça va rester dans le domaine entrepreneurial. C'est 2 rencontres que j'ai fait et très brèves. Donc c'est pas des gens, c'est pas des personnes avec qui j'échange au quotidien. Voilà. Mais qui t'ont bluffé. Mais en l'espace d'un échange, m'ont bluffé. C'est 2 femmes. Donc je vais dire 2 femmes. La première, elle s'appelle Hortense Arang. C'est une ancienne journaliste de guerre et qui a créé une entreprise. Que je connais très bien par ailleurs. Ah, que tu connais très bien. Parce qu'on a été investisseur avec 2050. Voilà, et qui a créé une entreprise qui s'appelle Fleur d'ici, qui essaie de résoudre un peu l'économie circulaire, pas circulaire, l'économie, on va dire, vertueuse sur le sujet des fleurs. Notamment sur l'économie locale. Enfin, l'économie locale. Et la proximité. 9 fleurs sur 10 sont importées aujourd'hui avec plein de produits toxiques à l'intérieur. Et donc, le but de son entreprise, c'était de faire du circuit court, des fleurs de saison, etc. Et peu importe ce business, mais que je trouve très bien, c'est la rencontre et c'est le tempérament, la vision. Et en l'espace d'une soirée, on a eu une discussion sur nos projets respectifs. Tu te dis, il y a quand même des gens avec des parcours incroyables, des convictions incroyables, et elle en fait partie. La deuxième, elle s'appelle Sandra Ray. Ah oui? Avec qui j'ai encore moins échangé. Par contre, je l'ai rencontrée. Et j'étais allé voir son exposition l'année dernière. Alors, Glowy, vous avez peut-être vu, ça s'est mal fini, parce que l'entreprise n'a pas pu continuer. J'ai
moins été marqué par la personne, parce que j'ai pas eu suffisamment de temps pour échanger avec elle. J'ai été marqué par son produit. Ouais. C'est assez rare, en tout cas chez moi, où on rentre dans... Waouh. Ouais, exactement. Ouais, J'ai avoir ton waouh. produit. Et en fait, donc, elle travaillait sur des sujets de bioluminescence Ouais. et d'essayer de craquer un peu l'éclairage. L'éclairage public à travers des... Ouais. Par des algues Ouais. bioluminescentes. Et en fait, l'effet physique, physiologique que fait cette lumière-là est, je trouve, extrêmement impressionnant. Et par contre, c'est un bon exemple de le produit C'est est génial waouh. ce qu'elle a fait. Et en fait, elle n'a pas réussi, a priori, à trouver le marché de ce produit-là. Et je trouve ça très dommage. Et ben alors, mais c'est la réalité de alors l'entrepreneuriat. je propose qu'on prenne les deux. Et, voilà. Sandra, qu'on connaît bien aussi, je lui proposerai aussi de venir raconter l'histoire de Glowy dans notre autre format planté, parce qu'il y a plein de learning. Je suis sûr qu'elle pourra aussi nous partager et ce qu'elle a réussi à accomplir. C'est pas parce que tu plantes ta boîte que tu n'as rien accompli. Et de proposer à Hortense de venir dans 40 nuances de Next/Sista. C'était un bonheur de parcourir un bout de chemin spatial à tes côtés. Je pense qu'on va regarder avec d'autant plus d'attention vos avancées. C'était vraiment très chouette. Et j'ai presque tout compris. Génial. Non, vraiment super. Merci beaucoup. Et merci à vous de nous suivre de plus en plus, nombreuses et nombreux. À très bientôt dans 40 nuances de Next. Feuille blanche. 40 nuances de Next.